Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Première partie. Suite. Remagen. No shelter, no any other comfort. Au matin, c'est par un coup de coude que je suis réveillée du sommeil léger dans lequel je ne suis tombée que bien après minuit, recrue de fatigue. Karl s'est retourné maladroitement et m'a réveillée sans le vouloir. Nous découvrons un peu mieux notre enclos. Nous nous trouvons dans la partie arrière de la zone clôturée. Nous dénichons même un lieu de stockage non loin de la clôture de barbelés. Quand nous sommes arrivés, tout le monde s'est précipité sur les pommiers en fleurs pour se procurer des branches en guise de couchage. En plus des feuilles et des branches, des morceaux d'écorce ont également été arrachés pour cet usage. Les arbres sont maintenant dans un état aussi pitoyable que notre état d'esprit. La plupart ne sont plus que des souches blanches jaunâtres sans écorce. Martin, Otto et moi avons été parmi les premiers à pouvoir nous faufiler et ramasser tout un tas de branches plus petites avec lesquelles nous avons préparé une couche, de sorte que nous n'avons pas eu à dormir directement sur le sol. De plus, lors de cette première nuit dans le campement, nous avons porté 2 uniformes l'un sur l'autre. Pour nous protéger de la pluie, nous avons aussi utilisé une bâche en caoutchouc jaune que Karl a trouvée je ne sais où. Fatigués comme nous l'étions, nous aurions dû dormir comme des marmottes. Mais le cri de mort du prisonnier qui, à la tombée de la nuit, s'était fait tirer dessus, avait mis nos nerfs à vif, et nous étions restés longtemps éveillés jusqu'à ce que nous tombions d'épuisement dans un sommeil agité de cauchemar. La nouvelle journée qui commence est fraîche, et un léger crachin nous frappe le visage. Bien que nous soyons encore très fatigués et engourdis, nous nous levons et marchons pour nous réchauffer un peu, non sans avoir recouvert notre couchette avec la bâche de Karl. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir nous réchauffer en bougeant. Certains, enveloppés dans des couvertures de laine, ont même déambulé toute la nuit parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'endroit approprié pour dormir. La plupart du temps, nous nous croisons en silence. Les seuls mots échangés sont pour parler du mort qui gît dehors, à quelques pas de la clôture, dans le champ, sous la pluie. Nous apprenons ainsi que l'homme tué venait de la région et qu'il avait cru pouvoir profiter de l'obscurité pour retourner chez lui en se glissant à travers la clôture, uniquement faite de 3 rangs de fils barbelés. Nous sommes également informés que les morts sont laissés sur place par dissuasion, jusqu'à 17 heures le lendemain, quel que soit le temps. En dehors de cette information, le plus souvent, nos paroles sont pour maudire ce trou dans lequel nous sommes tombés et où le temps est pourri. Nous déambulons, battant les bras autour de nos torses, espérant ainsi nous réchauffer un peu. De temps en temps, nous devons nous asseoir car nos forces nous abandonnent. Dans cette aube bruineuse, nous apercevons les montagnes, dont certaines s'étendent jusqu'au Rhin. Mais autour de nous, nous ne voyons que des gens à perte de vue, dans cette immense surface entourée de barbelés. Dans le jargon de la bureaucratie militaire, ces grands enclos appelés Prisoner of War Temporary Enclosures, en abrégé PWTE, ce qui signifie à peu près camp de transit pour prisonniers de guerre. Sauf que le mot enclosure désigne une parcelle de terrain clôturée par des barbelés, qui n'est pas équipée de logements, mais ceinte de miradors, de projecteurs, de chars et de postes de mitrailleuses. Il y a encore assez de place dans le camp, car l'espace a été réparti de manière adéquate entre les différentes unités. Tout près de nous, il y a même un grand espace libre, avec un cratère de bombe qui est utilisé comme latrine. Personne ne s'est installé entre le cratère et la clôture de barbelés, ni autour du cratère, probablement à cause de la nudité de la terre à cet endroit. L'enclos devait être auparavant un verger, avec une végétation luxuriante. Comme les anciennes unités sont pour la plupart regroupées, nous ne voyons autour de nous que des visages connus. Mais de temps en temps, nous rencontrons aussi des étrangers qui vivent dans cet enclos et n'appartiennent apparemment à aucune unité. Il s'agit surtout de jeunes garçons, des adolescents qui ont quitté les bancs de l'école et les ateliers d'apprentissage pour rejoindre les flaques. Mais il y a aussi des vieillards en civil de la Volkssturm, ainsi que des membres de l'organisation Todt, dans leurs uniformes marrons, qui se promènent sans but et cherchent un point de ralliement. Au cours de la matinée, la bruine se transforme en averses éparses,
laissant de temps en temps passer quelques rayons de soleil, de sorte que nos uniformes humides finissent par sécher sur le corps. Bien que ce soleil printanier ne soit pas très intense, nous nous réjouissons du peu de chaleur qu'il nous dispense. Vers 10 heures, les différentes unités se réunissent. Les officiers ne participent qu'en tant qu'auditeurs. Cette fois, ce sont les toubibs qui prennent la parole. Et nous nous mettons rapidement d'accord sur le fait qu'il vaut mieux creuser des trous de terre pour nous protéger du vent et des intempéries que simplement s'accroupir sur le sol. Notre ancien juteux, le capitaine Baumgartner, a déjà fait rassembler toutes les bêches existantes, et il est arrivé à la conclusion qu'il y en a en moyenne 1 pour 50 hommes. Il faut donc s'organiser pour nous relayer. Mais pour le capitaine, organiser n'est pas un problème. De plus, nous sommes tellement habitués à suivre ses instructions qu'il n'y a aucune tension. Par exemple, sur ordre des GI, nous avons dû nous regrouper par centaines, puis en milliers, pour l'attribution des vivres. Notre ancienne batterie forme maintenant la première unité de 100 hommes au sein de la 6e unité de 1000 hommes ou 6e millier. Pour l'attribution des bêches, notre juteux s'est référé à l'ancienne coutume. Elle se fait donc en fonction des grades de service. Les officiers supérieurs ne sont pas pris en compte, car ils ne sont plus avec leurs anciennes unités, mais regroupés autour de notre ancien commandant, le lieutenant-colonel Guderian, et ont trouvé leur place au début de l'enclos, près de la porte du camp. Ainsi, après avoir creusé son trou avec 2 aides, la bêche passe à un lieutenant. C'est ainsi que les lieutenants profitent d'abord de la bêche, puis les sous-officiers et enfin les militaires du rang. Par chance, comme sous-officiers, Karl et moi finissons par avoir notre tour. Mais nous nous organisons pour planifier un trou dont les dimensions seront suffisantes pour 3, en marquant l'espace par des branches plantées en terre. Nous ne nous laissons pas déstabiliser par les averses intermittentes et réfléchissons à la manière de nous protéger des infiltrations d'eau désagréables. Tout au long de la journée, les soldats américains du génie s'affairent à planter d'autres pieux dans la terre et à rendre les fils barbelés si denses qu'on peut vraiment parler d'une immense cage. À côté de l'entrée de notre enclos a été installée une grosse citerne cylindrique à l'allure de grosses tonnelles vertes et qui peut être remplie depuis la route par un camion-citerne. Du matériel est également fourni, à partir duquel certains prisonniers construisent maintenant une tente sanitaire. Au vu des nombreux soldats du génie qui sont en service ici, nous supposons que le Remagen PWTE est loin d'être terminé, et qu'il deviendra beaucoup plus grand qu'il ne l'est déjà. À 17 heures, le cadavre de notre camarade tué dans la nuit, qui a passé toute la journée sur le champ sous le soleil et la pluie, est enfin enlevé. Mais à ce moment, l'agitation se fait sentir à la porte du camp. Le camion de ravitaillement est là. Malgré la grande distance, nous pouvons observer depuis notre place des montagnes de bidons, de cartons et de sacs, mais aussi de boîtes de conserve de toute taille. L'information fait vite le tour. Les vivres sont prévus pour 2000 personnes. Là encore, notre ancien juteux, le capitaine Baumgartner, est déjà sur place pour prendre la moitié des vivres pour son millier. Puis, les 10 chefs de centaines se réunissent auprès de lui pour prendre leur part. Encore une fois, il est payant que nous ayons tous appartenu à la même division, car la répartition des vivres, livrés en 10 parts égales, se fait sans anicroche. Bien entendu, la distribution est suivie de près par une grappe d'affamés, qui veillent à ce que personne ne soit excroqué. Au moment de réaliser des portions égales pour tous, les choses commencent à devenir difficiles, car déjà certains paquets sont si gros qu'ils doivent être partagés. Les 4 piles qui en résultent sont alors reçues par les responsables de groupes de 25 et, avec quelques aides, elles sont acheminées dans les environs de leur campement où elles sont ensuite réparties pour les petits groupes de 5. Chaque chef d'un groupe de 5 a alors la lourde tâche de distribuer à chacun la même part. Ainsi, les sacs, les boîtes, les cartons et les boîtes de conserve deviennent d'abord des demi-unités, puis des unités de plus en plus petites. À la fin de toute la procédure, il arrive alors qu'il ne reste plus pour chacun que des échantillons de nourriture individuelle. Ainsi, lors de la première distribution par homme, il y a 5 biscuits, 20 grammes de fromage fondu, 8 cuillères à soupe de lait en poudre, 6 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de poudre de café, une pointe de poudre de citron, 2 cuillères à soupe de tomates en conserve,
2 cuillères à café d'épinards en conserve, 4 cuillères à soupe de ragoût de viande et de légumes, 30 raisins secs, 2 prunes séchées et 1/5 d'abricots secs, finement découpés avec une lame de rasoir en 5 petites portions, comme des mini-morceaux de tarte. Bien sûr, les emballages sont également précieux, en particulier les cartons et les sacs, pouvant être utilisés comme protection et les boîtes comme ustensiles de cuisine. Cependant, comme il serait absurde de les diviser, tout le monde reçoit quelque chose en fonction de ses besoins. Dans tous les cas, la distribution des aliments nous occupe pendant des heures. Alors que la distribution bat son plein, soudain, le haut-parleur du camp retentit et demande à tous ceux qui ont moins de 16 ans ou plus de 55 ans de se présenter à la porte du camp pour une libération immédiate. Dans notre unité, personne n'est concerné. Ce sont les anciens auxiliaires de la FLAC, les gens de l'organisation Todt ou ceux de la Volkssturm qui se rassemblent à la porte du camp après cet appel. Pour la nuit, un autre camarade de notre ancienne batterie se joint à nous, apportant une couverture en laine qui vient s'ajouter à celle que nous avions déjà. Ainsi, pour dormir, nous pouvons nous allonger l'un derrière l'autre sur la bâche en caoutchouc de Karl et nous couvrir avec les couvertures. Bien sûr, nous devons tous être du même côté et nous ne pouvons que nous retourner ensemble, sinon ceux qui se trouvent à l'extérieur ne seraient plus protégés. Bien que nous soyons à l'étroit, cette nuit-là, nous dormons relativement bien, soit parce que nous étions complètement épuisés, soit parce que nous nous réchauffions si bien que nous percevions à peine le sol froid sur lequel nous étions allongés. Bien sûr, l'un ou l'autre se réveille pendant la nuit, surtout si les utilisateurs du cratère de bombe, désormais latrine de secours, sont bruyants. Ceci dit, la plupart ne viennent pas jusqu'au cratère, mais font leurs affaires à l'abri de l'obscurité. De temps en temps, des coups de feu retentissent dans la nuit, et les projecteurs braquent leurs faisceaux de lumière sur nous. Nous supposons que les sentinelles cherchent de cette manière à apaiser leur propre peur et leur stress, car ils connaissent tous les sinistres histoires de loups-garous que la propagande haineuse a fait circuler pour les inciter à se tuer les Allemands. Mais s'ils nous regardent nous promener à pas lents à travers l'enclos, il faut déjà une bonne dose d'imagination pour nous imaginer ramper à travers le grillage pour les attaquer par derrière. Il se peut aussi qu'ils veuillent simplement passer le temps. Après tout, ces jeux nocturnes s'arrêtent peu à peu au fil du temps. Le mardi 24 avril, nous sommes réveillés par le soleil. Nous pouvons nous réchauffer à ces rayons car le ciel reste dégagé toute la journée. Nous sommes surtout heureux de pouvoir enfin nous débarrasser de nos manteaux. Certains profitent même du beau temps pour se raser. Mais ma propre barbe n'est pas encore assez développée pour que j'en ai besoin. En fin de matinée, le haut-parleur retentit à nouveau. Cette fois, on cherche des secouristes. C'est le signal pour notre ancien conducteur de véhicule de transmission, Rudolf Keil, originaire de Rottgau et forain de profession. Bien qu'il n'ait jamais été ambulancier, il s'est fait délivrer une carte de la Croix-Rouge allemande qui lui est désormais utile. Bien qu'il ait tendance à tourner de l'œil à la vue du sang, il se présente maintenant et nous agite sous le nez sa fausse carte de la Croix-Rouge comme un éventail. Tel une grande star de la scène, il prend congé de nous avec force gesticulation et se rend dans l'attente des ambulanciers. L'après-midi, les étrangers qui ont servi dans la Wehrmacht et qui veulent à présent retrouver leur nationalité sont appelés. On appelle ainsi les Finlandais, les Biélorusses, les Ukrainiens, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Bulgares, les Croates, les Autrichiens, mais aussi les Luxembourgeois, les Belges et les Hollandais. Beaucoup d'entre nous ne savaient pas du tout que tous ces gens étaient avec nous dans la Wehrmacht. Sur la route principale du camp, il y a de l'activité toute la journée. Jusqu'à la fin de la soirée, des camions et des charrettes viennent régulièrement chercher d'autres prisonniers. La plupart passent devant notre enclos, transportant leur cargaison vers d'autres camps, car les Américains en ouvrent constamment de nouveaux. De plus petits groupes de prisonniers sont également placés dans des enclos déjà existants, s'il y a encore de la place. Les nouveaux arrivants y sont regroupés en groupes de 25 ou intégrés dans des groupes incomplets créés par des départs afin d'éviter les problèmes dans l'attribution des repas. La situation est un peu différente en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Les camions-citernes doivent approvisionner de plus en plus de cuves et arrivent donc à des intervalles de plus en plus longs, de sorte que l'eau se raréfie et que de longues files d'attente se forment devant les réservoirs. Sans se relayer les uns les autres, personne ne peut tenir le coup seul pour faire la queue. En raison de l'afflux constant de nouveaux prisonniers, les barbelés du côté droit de notre emplacement sont déplacés
pour dégager une nouvelle bande de terrain. Sur cette bande se trouvent des rangs de betteraves pillées en un clin d'œil par les troufions affamés. La plupart du temps, les betteraves ne sont nettoyées que grossièrement et consommées crues. Les maux d'estomac et les troubles digestifs ne tardent pas à se manifester. Karl, Otto et moi avons pris une betterave, mais nous l'épluchons et la coupons en fines lamelles. Au début, nous avons essayé de les manger crues, mais le goût est si désagréable que nous préférons les cuire un peu pour les manger chaudes. Ce n'est pas meilleur, mais au moins nous n'avons pas mal à l'estomac. Le lendemain, le temps est également magnifique. Au petit matin, les officiers sont priés par le haut-parleur de se rassembler à la porte et de se préparer au départ. De nombreux anciens de leurs unités respectives se rassemblent, et les officiers leur font leurs adieux avec une poignée de main, à l'étonnement des sentinelles. Ils prennent alors leurs misérables bagages et quittent le camp pour un camp d'officiers, quelque part en France. En plus du lieutenant Wolf, Johann Wimmer, notre ancien chef de batterie, veut nous dire au revoir. Mais en enfilant ses longues bottes, il arrache la lanière sans laquelle il est difficile de les ajuster. Notre cordonnier se précipite pour l'aider, mais les sentinelles poussent notre chef à se hâter, de sorte qu'il doit sortir avec une botte à demi enfilée et ne peut nous dire adieu. À midi, quelques camions viennent chercher les ambulanciers. Une fois de plus, Kyle fait son cinéma, avant de franchir la porte du camp en paradant comme un général victorieux pour rejoindre les vrais ambulanciers à l'extérieur. Entre-temps, les bêches sont passées par de nombreuses mains, et tant de trous ont été creusés que le camp ressemble à une sorte de champ de mine. Nous aurions besoin d'accéder à un de ces précieux outils pour améliorer notre emplacement, mais cela s'avère difficile. Pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à dormir sur la bâche en caoutchouc, à profiter du soleil pendant la journée et à attendre la nourriture. Tant que le temps ne change pas, nous nous débrouillerons très bien avec la bâche et les 2 couvertures en laine. Mais malheureusement, le jeudi matin, la pluie est de retour et ramollit complètement le sol argileux, et plus aucun brin d'herbe n'est visible. Il devient de plus en plus difficile de se maintenir au sec. Pendant ce temps, les arrivées de prisonniers ne diminuent pas, et bientôt la bande d'extension de notre enclos est plus densément occupée que la prairie d'origine assignée à notre division. Dans cette nouvelle partie du camp, il n'y a que quelques trous, et la plupart doivent dormir sur le sol nu. La pluie continue de tomber. Mais un groupe de soldats américains du génie entre dans notre camp et, à l'aide d'une petite pelle, creuse parallèlement à la clôture à notre gauche une tranchée d'environ 25 cm de large et 60 cm de profondeur, mais presque aussi longue que l'ensemble de l'enclos. Cette tranchée doit servir de latrine de secours. Avec la pluie, il est d'autant plus important de sécuriser notre emplacement. Mais il est peu probable que nous trouvions une bêche cette semaine. C'est pourquoi, à l'aide de couvercles de boîtes de conserve, nous grattons la terre pour creuser une gouttière marquant notre territoire. Petit à petit, nous découvrons également comment préparer quelque chose de comestible à partir de la nourriture que nous recevons toujours crue, comme par exemple une soupe au lait en poudre, du sucre, des biscuits, des raisins secs et de l'eau. Notre problème est de trouver suffisamment de combustible, car de plus en plus de communautés de cuisiniers se sont formées, elles aussi à la recherche de quelque chose à brûler. Pour cela, nous utilisons principalement les caisses et les cartons qui arrivent au camp avec les aliments. Mais avec l'importance des besoins, tout le monde ne peut en obtenir que de petites quantités. C'est pourquoi nous ramassons tout ce qui peut brûler, comme les brins de paille, les morceaux d'écorce. J'ai encore les 2 morceaux d'épaulette que notre commandant a jetés avant de quitter le camp. Je voulais les garder en souvenir, mais aujourd'hui, je les utilise comme combustible, bien qu'ils dégagent plus de puanteur que de chaleur à cause de la laine qu'ils contiennent. Le vendredi 27 avril, le temps ne s'améliore toujours pas. Seul l'exercice nous permet de nous réchauffer. La nourriture est bonne et variée, mais malheureusement insuffisante en quantité, et nous n'avons presque plus de réserve physique. Aucun d'entre nous n'avait su jusqu'à présent ce qu'était la faim. Même si les munitions étaient plus importantes que la nourriture, ou que nous n'avions aucun confort au combat, nous avions toujours trouvé un moyen de trouver quelque chose à manger. Mais ici, il n'y a que la maigre nourriture que les Américains nous accordent. Ainsi, la faim se répand dans les trous de terre et un sentiment que nous ne connaissions pas jusqu'alors surgit, l'avidité. Avec elle, la méfiance s'installe dans les cœurs. Les disputes, l'envie, la rapacité se répandent. Quand il s'agit de survivre, l'éducation et la culture ne jouent plus aucun rôle. Même dans les cercles les plus étroits, la vigilance est de mise pour que ces sentiments ne détruisent pas l'esprit communautaire. De nous 3, c'est Karl qui ne laisse jamais planer de mauvais sentiments, ni même de discorde. Certes, il nous met souvent sur les nerfs avec ses proverbes, mais on ne peut pas lui en vouloir, même dans la gadoue et la misère.
Mais la faim fait aussi d'autres ravages, et un troc actif se développe avec les sentinelles aux abords des clôtures. Des montres, des bagues, des porte-plumes, des médailles de guerre, tout ce qui reste aux soldats se transforme en nourriture, mais surtout en tabac. Beaucoup n'hésitent même pas à troquer leurs alliances contre des cigarettes, ce qui est tout simplement incompréhensible pour nous, non-fumeurs. Ce commerce prend avec le temps une ampleur telle que la direction du camp se voit obligée d'éloigner les sentinelles des clôtures et d'entourer les enclos d'une bande de terre auxquelles les gardes ne peuvent accéder qu'au passage de contrôle avec leurs chiens de garde. Le respect de cet ordre est surveillé par la police militaire qui se déplace en permanence le long des campements avec ses jeeps. Le samedi est aussi froid et pluvieux que les jours précédents. Vers midi, une voiture avec un haut-parleur parcourt la route du camp et répand les nouvelles du front. Les Américains et les Russes se sont rejoints à Torgau-sur-l'Elbe, les Anglais ont pris Brême, les Américains occupent Ratisbonne et Ingolstadt, les Russes ont pris Potsdam et Spandau, l'effondrement du front italien-allemand, Mussolini fait prisonnier, Göring destitué. Dans l'après-midi, de nouveaux prisonniers sont introduits dans notre enclos. Certains d'entre eux prennent immédiatement d'assaut la zone libre où se trouve le cratère de bombe. C'est là qu'ils commencent à creuser, y retrouvant bien sûr les vestiges de l'ancienne latrine qui y est enfouie. Nous sommes surtout frappés par 4 jeunes chasseurs alpins, car ils creusent un puits rond de plus de 2 mètres de profondeur, dont ils évitent progressivement le pourtour afin d'obtenir des niches de sommeil, comme on en trouve dans les catacombes de Rome. Dans ces niches, ils espèrent dormir comme des enfants dans le ventre de leur mère. Le puits se trouvant à la lisière de l'ancien cratère de bombe, les murs sont en partie constitués de terre cultivée et en partie de remblais. Les 4 garçons ont empilé les déblais pour réaliser une paroi autour de l'ouverture, puis ont trié quelques grosses pierres pour fixer une toile de tente tendue afin de protéger le puits de la pluie. On se demande d'où viennent ces jeunes qui ont encore tant de force pour construire un tel puits chambre à coucher en si peu de temps. Au cours de la journée, un trou a également été creusé à côté de notre lieu de couchage, et nous avons eu assez de mal à faire en sorte que les déblais restent sur le terrain voisin. Nous dormons à nouveau, tous les 4, sur la bâche en caoutchouc de Karl, et maintenant le remblai de terre du trou voisin nous offre une protection bienvenue contre le vent. Le dimanche pluvieux nous donne un aperçu notable des représentations de l'hygiène par les Américains. En effet, vers 10 heures, une escouade d'ambulanciers arrive, armée de grosses seringues et de quelques doses de DDT. Nous sommes alors épouillés à l'américaine. Chacun reçoit une telle dose de poudre dans son encolure à l'avant et à l'arrière, dans chaque manche, à l'avant et à l'arrière du pantalon et pour finir, sous la casquette, que nous sommes en un instant enveloppés dans un énorme nuage de poison. Nous toussons à rendre l'âme et suffoquons, cherchant désespérément l'air. Après cette procédure, il nous faut pas mal de temps pour libérer nos yeux, nos oreilles et notre nez du produit toxique. Vers midi, une rumeur circule à laquelle personne ne croit vraiment. Tout le camp serait évacué et tous les détenus bientôt libérés. Cette annonce fait l'effet d'une bombe, et les bidasses qui jusque-là se morfondaient se transforment soudain en une masse agitée et surexcitée. Cette hypothétique libération réveille les esprits, fait travailler l'imagination et alimente les conversations toute la journée. En moi-même, je pense qu'au moins nous n'avons pas gaspillé le peu de force qui nous reste pour agrandir notre trou. Mais très vite, il s'avère que toute l'excitation était vaine et que cette annonce n'était qu'un leurre. De retour dans la réalité, nous commençons à en avoir assez de notre trou trop exigu. Karl se met donc sérieusement à la recherche d'une bêche, et il revient effectivement avec cet outil, pour lequel nous devons toutefois payer un paquet de tabac comme taxe d'utilisation. Mais cela n'a pas d'importance pour le moment. L'essentiel est que nous puissions enfin commencer à travailler. Cependant, nous sommes tellement épuisés que nous ne pouvons trimer que quelques minutes à la fois avant de faire une pause, complètement exténuée. « Oui, l'esprit est volontaire, mais la chair est faible, » dit Karl en citant le passage bien connu de la Bible, dans un sens qui ne correspond pas forcément à ce que veulent dire les évangélistes. Mais nous savons ce qu'il veut dire. Après tout, il peut être auparavant son quintal, et il a encore une réserve de force, de sorte qu'il peut bien se moquer de nous. Mais c'est aussi pour cela qu'il fait le plus de travail, et c'est, selon la Bible, à la sueur de son front. Otto, Heinz Büttner et moi ne sommes pas d'une grande aide. Heinz est originaire de Katowice. Il est petit et corpulent, mais elle a au moins 15 ans de plus que nous deux, et il est encore plus marqué que nous par la cure d'amaigrissement. Et moi, en tant que planche à pain,
de nous quatre, j'ai certainement les plus faibles réserves, de sorte que nous devons soit prévoir plusieurs jours pour notre trou, soit laisser à Karl le gros du travail pour terminer plus rapidement. Et l'on peut compter sur Karl, car il déploie toute son ambition pour nous montrer de quoi il est encore capable malgré la faim. En tout cas, il a fini de creuser le trou avant la réception du ravitaillement, de sorte que nous n'avons plus qu'à creuser un peu les parois latérales et à aménager une grotte spéciale pour Karl au pied du trou. Nous avons terminé ce travail en sueur au moment où arrive la répartition au groupe de 5 personnes. La bruine constante a ramolli le sol de notre trou, si bien que dès que la pluie fait une pause, nous devons d'abord gratter la fine couche de boue avec des couvercles de boîtes de conserve, avant de pouvoir recouvrir le sol avec des morceaux de carton que nous avons pris la précaution de ramasser. Ensuite, nous essayons la fosse. Karl se place à gauche, Heinz à droite et moi au milieu avec Otto. Après nous être mis d'accord sur les emplacements, nous tendons la bâche en caoutchouc de Karl en travers du trou et la fixons sur les remparts à droite et à gauche avec de la terre ou des pierres que nous avons trouvées en creusant. Au pied, il reste une bande d'environ 60 cm de large dans laquelle il peut pleuvoir. Nous ne pouvons donc nous allonger complètement au sec. Mais nous préférons utiliser la couverture de laine que Heinz a apportée pour nous couvrir pendant la nuit, plutôt que de la tendre sur la bande libre pour nous protéger de la pluie. Nous terminons donc ce dimanche complètement exténués par ce travail physique inhabituel, mais aussi satisfaits d'avoir désormais notre propre maison, un morceau de terre que nous pouvons revendiquer pour nous seuls. Pour délimiter l'extérieur, nous avons entassé la terre rejetée sur 3 côtés pour former un rempart, ne laissant que le côté pied libre pour entrer. Nous avons également aménagé une gouttière pour ne pas être surpris par une arrivée d'eau. Pendant toute la nuit, il continue à pleuvoir doucement mais sans interruption. Ce n'est que le lundi matin que le soleil réapparaît. Nous avons certes essayé de dormir avec les jambes repliées, mais nous les avons étendues pendant notre sommeil. Nous nous réveillons donc avec des chaussures, des chaussettes et le bas du pantalon complètement trempés. Nous sommes donc heureux que le soleil brille pour pouvoir faire sécher nos vêtements sur notre butte de terre. Nous ne sommes pas non plus obligés, comme lorsqu'il pleut, de rester constamment dans le trou, qui n'est pas assez profond pour nous y asseoir. Mais c'était déjà assez pénible d'amener le trou à cette profondeur, nous ne voulons tout simplement pas nous imposer un effort supplémentaire et recommencer à fouiller la terre tout de suite. Lorsque nous ne faisons pas la queue pour de l'eau, que nous n'observons pas la distribution des rations ou que nous ne préparons pas notre repas, la plupart du temps, nous somnolons. Une conversation nous semble trop fatigante et chacun se contente de suivre ses propres pensées. L'important, c'est que l'un d'entre nous reste en permanence à proximité du trou et veille sur lui. Dans nos rêves éveillés, nous imaginons combien il serait agréable d'avoir un vrai toit sur la tête. Si nous pouvions au moins nous allonger dans des tentes sèches, comme les femmes dans l'enclos à la porte principale du camp. Mais à part la tente sanitaire, il n'y a aucun abri pour nous, exactement comme l'a ordonné le général Eisenhower, en exigeant que les enclos des prisonniers n'offrent aucun abri ni aucun autre confort. De nombreux prisonniers n'ont même pas de trou comme nous, et errent sans cesse dans l'enclos, toujours à la recherche d'un endroit où ils peuvent au moins s'asseoir et somnoler un peu. Il n'y a que le long du fossé des latrines qu'il y a encore un peu de no man's land auquel personne ne peut prétendre. Le joli mois de mai commence le mardi avec un soleil radieux. Pourtant, un trou s'est creusé sur un côté de notre quartier, car la terre s'est gorgée d'eau pendant la période de pluie et le remblai est devenu si lourd qu'il s'est effondré avec la terre qui se trouvait en dessous. De ce fait, quelques camarades d'une batterie de transmission, dont Gerhard Engelhard de Herne, qui n'a même pas de couverture ou de manteau. Nous nous serrons donc et l'accueillons en plus dans notre trou. Il a toujours été un poids-plume et maintenant il est encore plus mince que moi. Par gratitude, il nous aide à creuser notre trou un peu plus profondément pour que nous puissions nous asseoir sous la bâche en caoutchouc. J'ai toujours dans mon havre-sac un jeu de cartes, comme ceux d'usage dans le sud de l'Allemagne, où l'on n'utilise guère la main française. Sur l'insistance de Karl, je ressortis ce jeu, et lorsque le temps le permet et que nous pouvons nous dégournir les jambes, nous passons désormais le temps d'attente avant les distributions de nourriture à jouer aux cartes. La plupart du temps, nous jouons au scat, car nous trouvons le 66 trop ennuyeux à la longue. Bien sûr, nous jouons aussi pour de l'argent, afin que le jeu conserve son attrait, mais les gains et les pertes restent tout à fait raisonnables.
Ainsi, le temps passe un peu plus vite entre les distributions d'alimentation, et nous avons moins l'occasion de réfléchir et de nous lamenter sur notre triste sort. Le mercredi, il pleut toute la matinée, mais ensuite, le temps reste sec. Le jour, nous pouvons nous asseoir sous notre bâche, les jambes repliées, et éviter de nous mouiller les pieds. Mais la nuit, c'est toujours le même fiasco qui se répète. Nous étendons nos jambes pendant notre sommeil, et le matin, nous avons les chaussures trempées, les chaussettes et les jambes de pantalon mouillées et les pieds gelés. C'est pourquoi nous nous réjouissons de chaque nuit sans précipitation. Bien que nous soyons devenus un groupe assez hétéroclite dans notre enclos en raison de l'arrivée constante de nouveaux membres, la distribution de nourriture continue de se dérouler de manière ordonnée et sans perturbation notable. L'emballage, dont nous avons un besoin urgent comme combustible, est devenu tout aussi important que la nourriture. En effet, ceux qui veulent cuisiner leur repas sont de plus en plus nombreux. Hier soir, les GIs ont même livré du bois de chauffage, qui sera distribué aujourd'hui, après la distribution des repas de manière aussi méticuleuse que les aliments. De temps en temps, un carton ou un sac tombe, ce qui permet de renouveler ou d'améliorer la literie. Le jeudi 3 mai commence par une aube radieuse et reste ensoleillé jusqu'au soir. Jusqu'à présent, lorsque nous avons entendu parler de maladies survenues dans le camp, c'était toujours loin de nous. Mais aujourd'hui, nous sommes en contact direct avec le mal. Déjà, la nuit dernière, Heinz était agité et avait gémi à plusieurs reprises. Mais à la lumière du jour, on voit qu'il a une fièvre assez élevée. Il a les yeux brillants, les joues rouges et brûlantes, mais ses mains sont glacées et il frissonne. Il est beaucoup plus âgé que nous et n'est certainement plus aussi résistant. Il était déjà caporal-chef en Russie dans notre division. Il a été blessé et décoré à plusieurs reprises et il est sorti indemne de tout ce que la guerre a apporté avec elle. Mais aujourd'hui, il est gravement atteint. Comme il nous est impossible de l'aider, nous signalons le cas de maladie à notre chef de centaine qui veille à ce qu'il soit transféré dans la tente sanitaire. Mais celle-ci est déjà bondée, si bien qu'il ne peut qu'être couché à terre à proximité de la tente et enveloppé d'une couverture en laine. Le sergent sanitaire responsable de la tente promet certes de l'accueillir dès qu'une place se libérera, mais qui sait quand cela arrivera. Jusqu'à présent, presque personne n'est retourné dans son trou après être allé dans la tente sanitaire. La plupart d'entre eux ne se sont pas rétablis et ont été soit libérés comme malades, soit sortis du camp comme morts. Ces derniers temps, les rapports faisant état de graves maladies épidémiques se sont également multipliés, au cours desquels des prisonniers ont contracté des maladies des voies respiratoires, des diarrhées, la dysenterie ou encore le typhus, en raison de l'épuisement et de la malnutrition. Ils ont tout simplement péri dans la boue en raison des conditions d'hygiène insuffisantes dans les enclos. Même si dans notre secteur le taux de mortalité semble faible, il y a apparemment beaucoup de décès dans le camp. Je n'ose imaginer le nombre de morts dans la totalité des camps. Suite au départ de Heinz Büttner, nous avons désormais plus de place dans notre trou. Et nous nous demandons si nous devons nous installer un peu plus confortablement ou accueillir un sans-abri chez nous. Mais dès le soir même, Karl amène sa vieille connaissance Markus Hase de Krumbach, chez lequel il a déjà fait un tour pendant une période de repos, et ce départ non autorisé, en commun, les lie apparemment encore aujourd'hui. Markus n'a pas d'endroit où dormir, mais en tant qu'ancien coursier à moto, il a un manteau de conducteur étanche avec lequel nous pourrions bien couvrir la bande libre de notre trou pendant la nuit. Nous pourrions alors enfin dormir avec les jambes étendues. Nous le prenons donc comme 5e homme dans notre trou et lui attribuons la place entre Gerhard et Karl. Depuis que Heinz n'est plus là, je dors à sa place sur le bord gauche de notre trou. Le vendredi commence comme le jeudi s'est terminé, nuageux et venteux, mais sec. Mais c'est justement pendant la distribution des repas qu'il se met à pleuvoir, et pas qu'un peu. Le soir, un nouveau mot d'ordre apparaît. Le samedi matin, l'enclos doit être évacué. Bien sûr, nous n'y croyons pas, bien que nous souhaitions enfin sortir de cette merde. Pendant la nuit qui suit, il continue de pleuvoir à verse, et nous sommes non seulement ivres de sommeil, mais aussi énervés lorsqu'on nous réveille à 5 heures avec l'ordre suivant. Préparez-vous à vous aligner avec vos bagages. Sans tenir compte du fait qu'il pleut sans arrêt, les milliers de personnes logées dans notre enclos se mettent en rang par 5 avec leurs bagages à l'intérieur de la clôture, le long de la route du camp. On nous laisse d'abord 1 heure entière sous la pluie, puis l'ordre est donné de quitter le camp. Nous traversons la route du camp à pas traînants et arrivons dans un champ libre
où les milliers de personnes venues de toutes les directions se rangent en colonnes de 200 rangées de 5. Les Polonais et les Américains passent et repassent le long des colonnes et comptent les rangs pour s'assurer que chaque formation compte exactement 1000 hommes. Certains montrent du doigt chaque homme de tête des rangées de 5 et parlent à haute voix. Jeden, dva, tisch, czter, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Des milliers d'autres personnes viennent s'y ajouter, si bien qu'il est impossible d'avoir une vue d'ensemble de la masse des personnes rassemblées ici. Aussi loin que porte le regard, on ne voit qu'une seule masse humaine grise. Mais l'afflux ne veut pas s'arrêter. D'où viennent-ils tous, ceux qui défilent en longues colonnes pour nous rejoindre? Les heures passent ainsi les unes après les autres. Les Polonais et les Américains courent dans tous les sens, agacés, et se trompent de plus en plus souvent, si bien qu'ils doivent sans cesse recommencer. Nous restons sous la pluie, trempés, en espérant que quelque chose de décisif se produise enfin. La station debout devient peu à peu un calvaire, les malaises se multiplient, et les compagnons d'infortune qui se sont effondrés doivent régulièrement être péniblement remis sur pied par leurs camarades. Vers 14 heures, une jeep arrive avec un sergent comme chauffeur et 3 officiers qui en sortent pour parler au chef de millier. Nous espérons que le départ va enfin avoir lieu et que nous pourrons quitter le camp pour de bon. Mais la déception et la désillusion ne tardent pas à suivre. En effet, les chefs de milliers retournent à leurs unités et annoncent que tout cela n'a servi qu'à un comptage et que nous devons retourner dans nos enclos. Ils ont simplement voulu savoir combien de prisonniers il y avait dans le camp et sont arrivés à plus de 240 000 hommes. Nous revenons donc en trottinant à notre point de départ, complètement épuisés, dégoulinants, furieux et totalement exaspérés. Notre trou, dans lequel il a plu toute la journée, ressemble plus à une mare qu'à un endroit où dormir. Le sol s'est transformé en une surface boueuse sur laquelle l'eau a atteint plusieurs centimètres. Il ne nous reste donc plus qu'à gratter la boue avec des couvercles de boîtes de conserve et à faire basculer l'eau hors du trou à l'aide de boîtes vides. Comme le même problème se pose dans tous les trous, les alentours sont rapidement recouverts d'une masse brune glissante, si bien que nous ne pouvons plus non plus nous asseoir sur les rebords. Maintenant, la prudence de certains se révèle payante. Ceux-là n'avaient pas eu confiance dans les GIs et n'avaient pas voulu se séparer de leurs matelas en carton. Beaucoup avaient enroulé leurs morceaux de carton autour de leur ventre, sous les manteaux et les couvertures, en fait pour se protéger de la pluie, et ont maintenant des matelas secs pour dormir. Tous les autres doivent trouver quelque chose à utiliser comme couche lors du ravitaillement. Heureusement, la pluie a cessé à notre retour dans l'enclos, de sorte que notre travail laborieux en vaut au moins la peine et n'est pas immédiatement réduit à néant. Lorsque nous avons réussi, en unissant nos forces, à rendre notre trou à nouveau utilisable, Marcus et Gerhardt nous font leurs adieux et retournent dans leur groupe précédent pour aider à la remise en état des trous et s'assurer ainsi un endroit pour dormir. Un autre caporal-chef plus âgé, Alfred Eibach de Göttingen, a dû s'en apercevoir, car il vient maintenant nous demander s'il peut se réfugier chez nous. Son ancien trou s'est complètement effondré et est difficilement réparable. En fait, nous ne sommes pas très enthousiastes à cette idée, car Alfred avait la réputation d'être égoïste et de manquer de camaraderie au sein de l'escadron de tir. Nous supposons que c'est pour cette raison qu'il n'a jamais vraiment fait partie d'une communauté de trous, mais plutôt de ces personnes qui errent la nuit. Mais il continue à demander et à mendier, jusqu'à ce que notre compassion soit assez forte pour l'accueillir chez nous. Karl est le premier à donner l'exemple, dévoilant son cœur tendre. Il n'arrive tout simplement pas à refuser l'aide à quelqu'un qui a vécu avec nous. De plus, le camp est désormais constitué d'un labyrinthe de milliers de trous comme le nôtre, et il n'y a guère d'endroit libre où un solitaire pourrait s'installer. Les trous sont le plus souvent recouverts de couvertures ou de chapiteaux, mais certains aussi de grillages renforcés de carton, de sorte que seuls les chemins étroits entre les trous, et au mieux les remparts autour des trous, sont accessibles à tous. Alfred est donc très heureux et soulagé de pouvoir se glisser parmi nous.
Pendant la distribution des repas, un haut-parleur parcourt à nouveau la route des camps et annonce les dernières nouvelles. Capitulation de toutes les forces allemandes en Allemagne de l'Ouest et au Danemark. Unification des armées américaines d'Italie et du sud de l'Allemagne, réunion de l'armée américaine avec l'armée rouge sur un front de 160 km au sud de la mer Baltique, destruction complète de Berlin, dernière résistance allemande dans le chaudron de Bohême-Moravie et en Autriche. Le dimanche matin, nous avons eu une terrible surprise. Là où se trouvait le puits de couchage des chasseurs alpins, il y a maintenant une flaque de boue. Encore une fois, il a plu toute la nuit. Il est probable que l'eau qui s'est accumulée dans le trou s'est engouffrée dans le puits, a emporté le reste de la terre et enseveli les 4 dormeurs. Personne n'a rien remarqué de cet accident, ni même entendu les cris des malheureux. Nous imaginons ce qui s'est passé la nuit dernière sans que quiconque s'en aperçoive, et nous en avons froid dans le dos. Personne ne sait qui étaient ces 4 soldats et d'où ils venaient. À la réception du repas, le chef du 100e ne signale que 4 départs. Nos sentiments sont tellement émoussés par la malnutrition persistante que presque personne ne songe plus à la catastrophe qui s'est produite au milieu de nous. La plupart haussent les épaules, bien plus occupés à leur propre lutte pour leur survie. Ils ont eu de la malchance, ou ils sont au moins sortis de cette misère, sont les seuls commentaires que l'on peut entendre. À l'idée de fouiller les 4 victimes pour déterminer leur identité, personne ne vient. Elles n'apparaîtront ensuite que dans la rubrique « Autres pertes » dans les statistiques américaines. Peu après midi, il cesse de pleuvoir et Karl propose de construire un petit réchaud. Sur une plaque de cuisson faite de pierre, on perd trop de chaleur, dit-il. Et si on garde nos ustensiles de cuisine sur leur flamme, ça demande beaucoup de combustible. On peut fabriquer un réchaud à partir d'une grande boîte de conserve. Je comprends maintenant pourquoi lui et Alfred ont gardé une boîte de 850 ml avec son couvercle et 2 plus petites. L'outil le plus important dans ce travail est le couteau suisse de Karl qu'il porte toujours sur lui. Ainsi, dans la partie inférieure de la grosse boîte, il réalise des petites fentes. Il fait également des trous dans une des 2 petites boîtes à 1 cm du bord supérieur, ainsi que dans le fond. Il en fait également à 1 cm du bord supérieur de la 2e petite boîte, qu'il découpe à la moitié de sa hauteur, conservant la partie percée de trous pour réaliser un support de chauffe. Il ne reste plus qu'à découper sur ce cylindre une ouverture rectangulaire pour introduire le combustible. Je comprends où Karl veut en venir. Il introduit quelques petits cailloux dans le fond de la grande boîte, qui sert de chambre externe, avant d'insérer la petite boîte percée de trous au fond, qui sert de chambre interne, et enfin le support de chauffe. Après la réception du repas vient l'épreuve pratique. Tandis qu'Alfred n'accorde aucune importance à l'usage de notre réchaud, Karl, Otto et moi convenons que nous ferons cuire nos aliments l'un après l'autre, mais chacun pour soi. De même, lorsque nous allumons le feu, nous alternons. Celui qui allume le feu doit être le premier à cuire. Le combustible doit être fourni par chacun. Ainsi, nous espérons, et l'expérience le confirmera, que nous pourrons éviter toute dispute sur l'utilisation du réchaud, car une dispute est la dernière chose dont nous avons besoin dans notre situation. Alfred s'amuse de nos accords, mais promet de veiller à ce que ceux-ci soient respectés. Lui-même trouve plus pratique de continuer à manger les aliments comme il a toujours fait, de la main à la bouche. Lorsqu'il veut faire quelque chose de chaud, il se procure tellement de combustible que nous lui laissons volontiers notre réchaud. Aujourd'hui, au lieu des biscuits habituels, on nous livre pour la première fois du pain, mais seulement un sac en papier de 20 pains pour 1000 hommes. Mais nous avons maintenant de l'expérience dans la distribution, et nous réussissons à faire en sorte qu'à la fin, chacun obtienne un échantillon à peu près égal de ce pain peu nutritif. Lorsque nous signalons des difficultés de distribution aux GIs, le nombre de pains est augmenté, de sorte qu'il ne nous reste plus qu'à diviser un pain entre 20 hommes. Le lundi matin, une nouvelle surprise macabre nous prend cette fois aux tripes comme un choc. En effet, au cours de la nuit, un des rares détenus âgés du camp s'est couché sur le mur de terre à côté de notre trou pour dormir. De ce sommeil, il ne s'est pas réveillé et regarde maintenant le soleil du matin avec les yeux figés sur son visage taché de terre. Cette découverte nous retourne l'estomac et nous donne des frissons dans le dos. Nous signalons immédiatement le décès dans la tente sanitaire et peu de temps après, le corps est ramassé. Une autre affaire que la bureaucratie de l'armée enregistrera sous
other losses. Après cet effroi matinal, nous avons besoin d'un peu de temps pour digérer mentalement l'horrible incident. Certes, nous n'avons pas connu personnellement ce codétenu, nous ne l'avons même pas vu consciemment, mais Heinz Büttner s'était assis au même endroit il y a peu, avant que nous l'emmenions à la tente sanitaire. Il n'a probablement pas survécu à sa crise de fièvre, et maintenant, le souffle froid de la mort se rapproche. Et nous prenons soudainement conscience de toute la brutalité de notre horrible environnement qui nous rappelle l'Apocalypse biblique. Nous percevons maintenant bien l'objectif de Lord d'Eisenhower. No shelter, nor any other comfort. Mais surtout, notre mort. Heureusement, le beau temps est bien avec nous aujourd'hui, et le soleil qui a frappé le visage du mort de ses premiers rayons reste présent tout au long de la journée, et nous pouvons profiter de sa chaleur réconfortante. Enfin, nous pouvons aussi enlever nos vêtements humides, les aérer et les sécher correctement. Jusqu'à présent, nous les avons gardés sur nous jour et nuit. Nous n'avons pas osé enlever nos chaussures trempées non plus, de peur de ne pouvoir les remettre. Maintenant, tout le monde s'assied partout autour de nous, enlève chaussures et chaussettes et se masse les pieds malmenés avec les mains. Puis l'un commence à se raser, et bientôt, tous, suivant l'instinct du troupeau, sont en train de gratter leurs barbes ébouriffées. Certains vont jusqu'à dénuder leur torse pour l'exposer au soleil. Je frémis lorsque je vois tous ces corps amaigris, les côtes saillantes et les bras décharnés, au milieu de ce qui ressemble à un champ de tombes ouvertes. Ce spectacle morbide me rappelle fortement la résurrection des morts décrite dans la Bible. Je suis moi-même à l'image de ces morts vivants, que la présence du soleil a incité à accomplir ces gestes d'hygiène habituellement quotidiens. Mais le soleil n'apporte pas que de la joie. Il me réserve aussi une bien mauvaise surprise. Rester trop longtemps enfermé dans des chaussures serrées, très souvent mouillées et sèches en alternance, sans jamais prendre l'air, mes pieds sont devenus hypersensibles au toucher. Le moindre contact, même léger, déclenche des ondes douloureuses dans tout mon corps. Je n'ai jamais connu une telle hyperesthésie et je suis totalement démunie face à cela. Il m'est tout simplement impossible de me tenir debout ou même de marcher sans ressentir une douleur intense dans les orteils. Au fil de la journée, je constate que je ne suis pas le seul à ressentir cette souffrance. Peu de détenus du camp se déplacent normalement. La plupart ont même inventé une toute nouvelle façon de marcher. Pour échapper à la douleur, ils rampent sur les mains et les genoux, pieds levés. Tels des babouins sur un rocher, des centaines, voire des milliers d'hommes adultes se déplacent ainsi dans le camp, offrant un spectacle vraiment lugubre à nos gardiens. Par hasard, quelqu'un découvre, en allant chercher de l'eau, que l'on peut se déplacer sans douleur, les pieds dans l'eau et dans la boue glaciale. À cette occasion, nous découvrons alors que le robinet de la citerne qui se trouve près de la porte de notre enclos fuit, et que l'eau s'écoule sans interruption probablement depuis des jours. Par conséquent, le réservoir d'eau se vide plus rapidement que les camions-citernes ne peuvent le remplir. En outre, une couche de boue brune s'est déjà formée autour et ne cesse de s'agrandir. Les fosses de couchage situées à proximité sont déjà inondées, et les habitants ont dû chercher un autre campement. Recherche souvent vaine, car avec l'occupation dense du camp, on ne peut y trouver de la place que lorsque quelqu'un le quitte, malade ou mort. Désormais, la zone de la citerne n'est pas seulement prise d'assaut pour récupérer de l'eau, mais aussi pour soulager les douleurs d'un nombre toujours plus grand de malades des pieds, en les immergeant dans la boue et l'eau. Il est impossible d'estimer la profondeur de l'eau tant elle est trouble et boueuse, ni de reconnaître les contours des trous qui sont également devenus si glissants que les chutes dans un trou inondé et les plongeons involontaires dans le bouillon brun sont fréquents. Aujourd'hui, il n'y a pas l'affluence habituelle de spectateurs et d'observateurs attentifs pour la distribution du ravitaillement. La plupart ne peuvent ni se tenir debout, ni marcher sans douleur, et sont heureux si dans chaque groupe de 5, l'un d'eux est en mesure d'aller chercher les aliments. Dans notre petit groupe, Alfred est encore en état. Courir sans cesse avant qu'il ne vienne chez nous était certainement meilleur pour ses pieds que rester assis tranquillement dans le trou, comme nous. Maintenant, nous ne regrettons pas de l'avoir accueilli, car Karl et Otto ne souffrent pas moins d'hyperesthésie que moi. Lors de la préparation des repas, nous avons appris qu'il est préférable de préparer 2 soupes distinctes en raison des matières premières très différentes qui souvent ne s'associent pas. Nous réalisons donc désormais une soupe aux légumes et une soupe sucrée.
Cela nous permet d'utiliser tous les ingrédients à bon escient, à l'exception de la poudre de café. Certains mettent tout ce qu'ils obtiennent dans une grande boîte, ajoutent de l'eau et chauffent le tout pour obtenir une mixture indéfinissable, sans goût particulier, mais qui remplit l'estomac, qui gronde constamment. D'autres ajoutent même de la poudre de café et obtiennent une soupe brune rafraîchissante, au goût et à l'odeur intense de café, mais qui réveille aussi les esprits. Karl et moi n'utilisons pas du tout la poudre de café. Nous la rassemblons dans un petit sac cousu à la main. Nous ne savons pas nous-mêmes à quoi cela servira, mais nous répugnons à jeter quoi que ce soit. Alfred, quant à lui, se prépare une bouillie de café qui lui convient très bien. Dans la soirée, nos sentinelles américaines se montrent soudain déchaînées, lançant joyeusement leurs casques d'acier en l'air et organisant un gigantesque feu d'artifice en lançant des projectiles lumineux dans le ciel à coups de fusil et de mitrailleuses, comme s'il s'agissait de tirer toutes leurs munitions. Nous sommes éberlués par ce geste et nous ne nous expliquons pas ce qui a pu pousser les GIs à un tel spectacle d'enfer, jusqu'à ce que nous les entendions brailler. « War is over! War is over !» J'explique à mes colocataires que la guerre est apparemment terminée. Nous comprenons maintenant qu'ils soient au comble de la joie. Et l'alcool ajoute à leur euphorie, car le bruit dure toute la nuit. La nouvelle de la fin de la guerre ne déclenche pas chez nous de sentiments positifs, encore moins de la joie. Seul Karl parvient à en tirer le meilleur parti. Il découvre du positif partout et proclame avec assurance « Nous allons bientôt rentrer à la maison ». En attendant, le tintamarre n'en finit pas. Impossible de dormir cette nuit-là. Le mardi matin, à 8h05, une voiture passe par la rue du Camp pour lire une déclaration du quartier général d'Eisenhower. Toutes les forces terrestres, navales et aériennes allemandes en Europe se sont rendues sans condition aux forces alliées à l'ouest et au commandant suprême russe le 7 mai. Cette nouvelle nous parvient avec le soleil levant. Partout, il y a des troufions qui se lavent et se rasent en séchant leurs chaussettes au soleil. De plus en plus se dénudent également et s'exposent à ces rayons. Karl et moi n'y prenons pas part, car nous craignons un coup de soleil à cause de notre peau claire. Le nombre de ceux qui peuvent à nouveau marcher normalement a augmenté. Sous cette chaleur, non seulement le sol devient sec, mais il se fissure aussi comme dans un marais asséché. Une bonne partie de la nuit a été agitée, et à 9h du matin, le tumulte reprend. Cela commence par un lointain grondement dans le sud, qui se transforme très vite en véritable tonnerre. Des bombardiers quadrimoteurs volent très bas au-dessus du Rhin et de notre camp. Notre mission dans la Wehrmacht ayant été la reconnaissance aérienne, nous connaissons les différents types de machines que nous pouvons maintenant admirer de près. Outre les Boeing B-17 Flying Fortress et Boeing B-29 Super Fortress, ce sont surtout des bombardiers Consolidated B-24 Liberator qui passent sans relâche au-dessus de nous. La rumeur se répand qu'il s'agit de la flotte aérienne américaine revenant d'Italie pour se rendre vers ses bases en Belgique et en France. Il doit bien y avoir des centaines, sinon des milliers d'appareils dont les pilotes exécutent des manœuvres souvent audacieuses, de sorte que nous pouvons même entrevoir les équipages dans les cabines et les postes de mitrailleuses, mais aussi dans le cockpit et par les hublots, rire et nous faire des signes de la main. Il est probable qu'ils survolent ainsi les 14 camps de prisonniers du Rhin, de Mannheim à Büderich, avant de se rediriger vers leur position. Soumis au vacarme des machines, nous peinons à nous faire entendre et bientôt, le bruit incessant nous fait mal aux oreilles. Cette parade aérienne inhabituelle perd donc rapidement de son attrait initial et n'est plus perçue par nous que comme une nuisance gênante. Cette perturbation est d'autant plus accentuée que les moteurs à haute vitesse génèrent un courant d'air qui emporte tout ce qui n'est pas fixé. Des bouts de papier toilette virevoltent et s'envolent au-dessus des fossés des latrines, dont ceux de l'enclos où la dysenterie a éclaté. Ils pleuvent sur l'ensemble du camp, générant la peur panique d'une contagion. La mort fait déjà des récoltes importantes dans les enclos, car ce sont en moyenne 200 personnes qui sortent chaque jour. Même pour la distribution de nourriture, nous devons veiller à ce que rien ne s'envole ou ne soit souillé par la poussière qui tourbillonne. Nous avons l'impression qu'un ouragan déferle sur le campement, sauf que ce cyclone fait un bruit sans pareil et qu'il est organisé avec l'intention de nous humilier et démontrer la supériorité des vainqueurs. Lorsque le bruit d'enfer s'achève à la tombée de la nuit,
nos oreilles continuent de siffler pendant des heures, jusqu'à ce que nous finissions par nous endormir d'épuisement. Si nous pensions que le cauchemar était terminé avec ce spectacle aérien, le pire nous attend le mercredi matin. Dès que le soleil se lève, le cirque recommence. Sans interruption, les bombardiers quadrimoteurs grondent de nouveau en volant à basse altitude au-dessus de nous. Certains pilotes mènent leurs oiseaux géants si bas au-dessus du Rhin qu'ils nous donnent l'impression de foncer sur la Terre. De plus, dans le ciel sans nuages, le soleil brûle sans pitié la terre desséchée et fissurée. La seule ombre est fournie par les bombardiers, qui, avec un bruit assourdissant et des nuages de poussière et de sable, déchaînent un véritable enfer. Nous espérons, minute après minute, que chaque avion est le dernier de cet ennuyeux et interminable cortège de bombardiers. Mais il doit bien y en avoir des milliers au-dessus de nous pour cette parade aérienne éprouvante pour les nerfs. Les heures passent jusqu'à ce qu'enfin, d'après-midi, soudain, le silence s'installe et, presque sourds à cause du bruit et aveuglés par la poussière, nous allons pouvoir enfin respirer à nouveau calmement. Au milieu de toute cette agitation, nous remarquons à peine que la nourriture est particulièrement abondante aujourd'hui. Il n'y a pas seulement, comme c'est maintenant la coutume, un pain blanc pour 20 hommes, mais pour la première fois aussi des pommes de terre, et pas moins de 10 par personne, 2 grosses, 4 moyennes et 4 petites. La suite du ravitaillement est moins insolite, car elle est composée d'une tranche de corned beef, de 4 cuillères à soupe d'épinards en conserve, 2 cuillères à soupe de tomates pelées, un morceau de chou frisé séché et pressé. J'en obtiens un triangle de 1,5 cm d'épaisseur sur environ 5 cm de long. Un morceau de chou rouge et un morceau d'oignon séché compressé. 10 cuillères à soupe de haricots à la sauce tomate, 3 cuillères à soupe de betterave séchée, qui rappelle la pulpe de betterave sucrière qu'on donne aux cochons. 6 cuillères de lait en poudre, 4 cuillères de sucre, 4 cuillères à soupe d'œuf en poudre, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de farine de pois, 2 cuillères à soupe de poudre de lentilles, 2 cuillères de café en poudre, 2 cuillères de poudre pour flan à la vanille, 45 raisins secs et des vermicelles, d'abord triés en fonction de leur longueur, afin que tout le monde en ait 6 longs, 10 moyens et 6 courts. Toute la distribution se déroule sous le rugissement des bombardiers et au milieu des nuages de poussière qu'ils soulèvent. C'est pourquoi Karl et moi décidons de faire une soupe de légumes et demain, le jour de l'Ascension, de fabriquer un copieux pudding. Avec le fort mouvement de l'air, il est à peine possible de maintenir le feu de notre petit fourneau sous contrôle, et nous sommes donc ravis quand le dernier avion passe au-dessus de nous et qu'enfin le calme revient. Le soir encore, nous avons des bourdonnements dans les oreilles ou les oreilles bouchées pendant des heures, et nous espérons ardemment que tous les avions ont maintenant été évacués d'Italie et que nous n'aurons pas encore une fois à endurer ce bruit et cette agitation. C'est effectivement le cas, car le jeudi 10 mai est une belle et tranquille journée de printemps, avec beaucoup de soleil et quelques cumulus, donc un vrai temps de fête des pères. Ce n'est que maintenant que nous remarquons qu'il y a du changement dans les trous des différents enclos. Dans l'agitation et le bruit, nous n'avions pas du tout remarqué qu'hier soir, beaucoup de groupes de prisonniers avaient quitté le camp. Mais maintenant, nous voulons préparer notre pudding prévu pour l'Ascension. À cette fin, nous allons mélanger notre poudre de pudding, de lait et d'œufs avec le sucre, la farine et les pâtes et les raisins secs conservés du ravitaillement d'hier pour 3. Car le pudding est fait pour Karl, Otto et moi. Alfred n'était pas enthousiasmé par ce projet commun, mais il a tout de même veillé à ce que nous ayons du combustible, de sorte que Karl peut se consacrer entièrement à la préparation du pudding. Pour ce faire, nous avons besoin d'une boîte plus grande, dans laquelle 3 portions peuvent tenir, et en conséquence aussi un four plus grand. Pas loin de notre emplacement vit un groupe de notre ancien escadron d'artillerie qui, à partir d'une boîte à café aussi haute qu'un seau à confiture, carrée et non ronde, a construit un four beaucoup plus grand que le nôtre. Il nous prête également une boîte plus grande qui s'adapte exactement à la découpe du couvercle rond. Comme aucun ne cuisine à ce moment-là, les camarades sont immédiatement prêts à nous prêter les deux. En contrepartie, Karl a plus de spectateurs qu'il ne le voudrait. Ils le rendent nerveux avec leurs commentaires, alors qu'au début, il semblait calme. Maintenant, sous le regard critique des curieux, il mélange la poudre de lait, d'œufs et de flan, le sucre et la farine avec un peu d'eau.
Il obtient une bouillie liquide à laquelle il ajoute ensuite plus d'eau, afin, selon ses propres termes, d'obtenir un peu plus de masse. Puis il ajoute les vermicelles et les raisins secs et obtient une pâte liquide blanc-jaune qui non seulement a une belle apparence, mais dégage également une odeur très appétissante. Les premiers problèmes apparaissent lorsqu'il allume le feu, car les combustibles qu'Alfred et moi avons collectés ont été en partie reposés sur un sol humide, et ils ne sont pas encore complètement secs malgré le fort ensoleillement. Aussi, il faut brûler une grande quantité de papier avant de voir apparaître les premières flammes, en plus d'une épaisse fumée. Karl doit donc souffler fort pour attiser et maintenir le feu. Il en vient à bout et le feu brûle impeccablement. Et maintenant, il remue le mélange avec délice dans le pot. Mais si faire démarrer le feu a été difficile, il est tout aussi compliqué de maîtriser les flammes, car bientôt le four crépite sous la chaleur. Et dans le pot, la masse se met en mouvement. Et avant que Karl puisse réagir, elle gonfle, monte jusqu'au bord de la boîte et déborde en partie pour atterrir en sifflant dans le feu. Cela atténue les flammes, et Karl saisit l'occasion. Afin de ne pas se brûler les mains, il serre la boîte entre ses deux avant-bras et la sort du four. La masse bouillonnante retombe immédiatement, et il peut placer la boîte délicatement sur le rebord du réchaud. Alfred, qui a observé toute la procédure, continue à mâcher stoïquement quelques morceaux de pâte et de raisins secs qu'il a conservés depuis hier, bien que l'affaire ne soit pas dépourvue d'un certain comique, surtout si l'on tient compte des grands discours de Karl sur ses talents culinaires. Cependant, il ne peut résister à la remarque que les nouilles sont certainement al dente, après une cuisson aussi brève. Nous laissons refroidir notre soupe de pudding et la versons malgré tout avec délectation dans nos boîtes de conserve, dans lesquelles nous nous la répartissons équitablement, non sans compter les raisins secs. Les nouilles sont encore un peu dures, mais sinon, ce pudding mal cuit a un goût excellent. Seulement maintenant, en le mangeant, nous sommes assaillis par le doute. Avec le peu de poudre que nous avions et les autres ingrédients, aurait-il été possible de faire un pudding ferme ? Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant le devoir de nettoyer le four et la boîte empruntée avant que la soupe renversée y attache. En plus, nous avons épuisé toutes nos ressources en combustible, de sorte qu'aujourd'hui, nous devons nous passer de préparer les soupes habituelles et manger les aliments à la Haibach, c'est-à-dire crus. Le vendredi, le soleil brille toute la journée et il est brûlant. Certains, ayant trop hâtivement exposé leur corps, ont pris des coups de soleil qu'ils essaient maintenant de soigner avec de la bouillie de farine. D'autres se détachent de leur groupe et se promènent seuls dans le camp afin d'échapper à une proximité physique devenue difficile à supporter avec le temps. Karl et moi n'avons pas remis nos chaussures depuis lundi, déambulant pieds nus pendant la journée et enfilant nos chaussettes pour la nuit. Otto, lui, s'est remis plus rapidement. Néanmoins, nous ne pouvons toujours pas marcher correctement et sans douleur. L'hyperesthésie a à peine diminué, de sorte que de temps en temps, nous offrons à nos pieds un rafraîchissement à base de bains de boue. Entre-temps, nos chaussures ont séché complètement, et nous les avons malaxées régulièrement pour empêcher le cuir de durcir, sans essayer de les remettre pour autant. Pour l'instant, avec nos orteils hypersensibles à la pression, inutile d'y songer. La mort continue aussi à éclaircir nos rangs. Chaque jour, des silhouettes sans vie sont traînées hors des enclos, allongées dans la rue puis emportées. Autant nous comptions sur le beau temps, maintenant, il nous tape sur les nerfs, petit à petit. En comptant le samedi 12 mai, cela fait maintenant 6 jours que le soleil darde ses rayons dans un ciel sans nuages ou presque. Nous pouvons maintenant nous laver et nous raser chaque jour sans avoir peur des averses, mais les personnes qui, comme moi et Karl, souffrent encore des pieds, préféreraient avoir un temps maussade, car les flaques d'eau où se rafraîchir les pieds se dessèchent de plus en plus. Ainsi, nous restons assis la majeure partie de la journée avec des morceaux de carton ou des chemises drapées sur la tête et le cou à cause des coups de soleil. Après une semaine, nous n'avons plus envie de nous mettre à quatre pattes en sautant comme des singes, alors que le nombre de personnes touchées diminue et que ces personnes peuvent déjà de nouveau marcher normalement. C'est d'autant plus difficile pour nous de ne pas pouvoir suivre le rythme. Au lieu des anciens projecteurs, les GIs ont installé ces derniers jours des lampes halogènes éblouissantes aux clôtures des enclos.
de sorte que l'on doit se protéger les yeux avec une main quand on doit aller dans leur direction. Et bien que tout le monde le sache, la nuit, on entend des gens appeler leur groupe parce que, sur le chemin de la tranchée qui sert de latrine, ils ne parviennent plus à s'orienter, aveuglés par la lumière éblouissante. L'enchevêtrement de trous d'apparence similaire n'arrange pas les choses. Si quelqu'un vient à leur secours, c'est bien, mais souvent, ils sont laissés sur place et se mettent généralement à pleurer à chaudes larmes. C'est effrayant dans la nuit calme. Si quelqu'un glisse sur les sentiers étroits et souvent glissant entre les fosses et tombe dans le trou de quelqu'un d'autre, ou heurte accidentellement quelqu'un à la tête, ou même simplement endommage la couverture, il doit s'attendre à être brutalement frappé par les occupants, enragés d'avoir été dérangés. Nous sommes en effet tous extrêmement irritables, et la moindre perturbation déclenche immédiatement une forte agressivité. L'éducation et la culture sont vite oubliées lorsqu'il s'agit de la simple survie. Et c'est exactement notre cas. C'est ainsi que les codétenus, surtout les jeunes, se tiennent au bord de la cage, le dos au projecteur et appellent leurs camarades jusqu'à ce qu'ils les aient récupérés ou jusqu'à ce qu'ils puissent s'orienter à nouveau à l'aube. En attendant, le robinet de notre citerne a été remplacé. Mais l'eau se fait de plus en plus rare. Les camions-citernes, en raison du grand nombre d'enclos qu'ils doivent approvisionner, n'arrivent tout simplement pas à les fournir tous. Nous devons donc faire la queue pendant environ 18 heures maintenant pour obtenir le liquide précieux. Jour et nuit, ces derniers temps, des files d'attente de personnes presque ingérables se sont éternisées à travers le camp pour obtenir de l'eau. C'est une mission impossible pour une seule personne d'arriver jusqu'au robinet. Même pour nous quatre, c'est assez laborieux pour faire la queue à tour de rôle. Aujourd'hui, je suis celui qui a fait le dernier relais et reçu le précieux liquide. Pieds nus et avec 2 bidons remplis, je quitte la citerne et essaie de zigzaguer sur les sentiers étroits jusqu'à notre trou, où Karl, qu'on ne peut rater en raison de sa taille, veille de loin pour que je ne me perde pas. C'est comme ça que je m'équilibre sur les sentiers étroits, parce que je regarde vers Karl. Mais dans un virage serré, je mets le pied sur la couverture d'un trou. Effrayé, je n'attends pas de savoir si le revêtement est mou ou dur, ou si j'avais posé le pied sur la tête ou l'épaule de quelqu'un qui était assis en dessous. Cependant, avant que ce quelqu'un ne sorte du trou, j'ai déjà balancé plusieurs coups de genoux et quitté immédiatement la zone de danger. J'entends seulement comment celui qui a quitté la file d'attente derrière moi me suit en file indienne et se heurte à l'occupant furieux du trou. Pour se défouler, ce dernier tabasse le malheureux innocent qui, terrorisé, en laisse tomber sa réserve d'eau, si bien qu'en plus d'avoir pris des coups, il doit refaire la queue dans la file d'attente. Moi, je me hâte et continue à avancer entre les trous. Mon cœur bat la chamade et me coupe presque le souffle. C'est pourquoi je suis à la fois heureux et soulagé d'atteindre notre trou où Karl me prend les bidons. Le dimanche, le beau temps et donc la canicule se poursuivent. À 7h30, un service religieux protestant a lieu pour nous préparer à la fête de la Pentecôte. Mais nous n'osons y aller pieds nus, car après des tentatives douloureuses répétées, nous avons renoncé à mettre nos chaussures pour le moment. Aussi, nous nous contentons d'entendre les chants, les prières et la prédication depuis notre trou. Le service divin nous rappelle qu'alors que nous sommes allongés ici dans la poussière et que nous nous préoccupons de nous-mêmes, à l'extérieur, dans le monde, la vie continue. Cependant, nous nous sentons tout aussi abandonnés et exclus que les Juifs pendant leur captivité babylonienne, dont le pasteur a parlé dans son sermon.